Bonjour Général Vincent Desportes. Merci beaucoup d'être notre invité, ancien directeur de l'école de guerre. Vous êtes professeur des universités. On est ensemble pendant 20 minutes pour un entretien avec Stéphane Vernet qui représente la presse régionale. Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Général, bonjour. Bonjour. Général Desportes, ce week-end, Israël et les États-Unis ont donc frappé l'Iran. Cette nuit, le Hezbollah a frappé Israël qui réplique au Liban. Des explosions ont été entendues ces dernières heures à Jérusalem, Abu Dhabi, Doha, Dubaï. Est-ce qu'on est dans une guerre régionale? Est-ce qu'on pouvait la prévoir de cette manière et à ce moment-là? Alors, on est dans une guerre régionale, oui, mais on est dans une guerre beaucoup plus large que ça. Vous avez, en fait, on doit bien comprendre que la France est en guerre depuis ce matin, puisque la France a décidé, dans une posture défensive, d'aller réduire les armes qui tirent depuis l'Iran. Ce qui veut dire, de manière très concrète, que nos avions vont monter en l'air et puis aller tirer leurs missiles, Scalp en particulier, en Irak. C'est-à-dire que pour nous défendre, nous allons prendre part à cette guerre. Donc certes, c'est une guerre régionale, tout le Moyen-Orient est enflammé, mais ça dépasse largement le Moyen-Orient. Un pays européen a été frappé, c'est Chypre. Vous connaissez l'article 42.7, je ne sais pas s'il sera appliqué. Mais enfin, on est dans une guerre tellurique, c'est-à-dire qu'on est dans une recomposition totale à la fois du Moyen-Orient et avec une décomposition, une recomposition à venir dans un monde qui était largement décomposé déjà depuis le 24 février 2022. Mais quand vous dites que la France est entrée en guerre, pour préciser, elle mène des actions défensives. C'est ce qu'a dit hier le chef de l'État. Oui, absolument. Qui se traduiront par des ripostes offensives. C'est-à-dire que demain, tout à l'heure, on va avoir des pilotes de l'armée française qui vont monter dans leur Rafale et qui vont tirer des scalps sur l'Irak. Donc, simplement, je crois qu'il faut le comprendre. On est dans un séisme qui nous touche. On a parlé tout à l'heure du fondamentalisme chiite. On sait que l'Iran est spécialiste des attentats, etc. Beaucoup de Français sont morts dans des attentats provoqués par l'Iran. On est bien, donc nous, partie prenante, on ne le voulait pas, mais on est partie prenante de cette guerre. Ne nous trompons pas. Stéphane. Est-ce que vous avez une idée claire des cibles des Américains cette nuit et des Israéliens, en fait? Qu'est-ce que les frappes ciblent en ce moment en Iran? Alors, plus particulièrement. Alors, vous savez, un plan de campagne, c'est toujours la même chose. Au début, on va chercher à détruire non pas la puissance, mais le cœur de la puissance. C'est même ça a déclenché cette guerre, puisque c'était la frappe contre Khamenei. Ensuite, on va nettoyer le théâtre pour pouvoir lancer les armes et faire en sorte que les avions puissent passer. C'est-à-dire qu'on va acquérir la maîtrise du ciel, donc détruire les radars et détruire les armes antiaériennes. Et ensuite, dans cette affaire-là, on va détruire toute la puissance. Et la puissance, c'est en particulier les capacités de gouvernement et les capacités d'encadrement de la population, c'est-à-dire, là, très clairement, les lieux de commandement des passes d'Aran et de l'armée. Alors, quelles cibles ont été touchées? Je n'en sais rien, mais la logique, on la connaît. Il y a 3 lignes d'opération, le commandement, la capacité de défense et ensuite la capacité de mettre en œuvre tout ce qui reste de la puissance iranienne. Ça, c'est valable pour les Iraniens, enfin pour l'Iran, mais il faut aussi s'occuper des proxys de l'Iran en même temps, en fait. Le Hezbollah a attaqué Israël cette nuit. Il y a la question des Houthis. Est-ce que ces forces alliées sur lesquelles pouvait compter l'Iran, est-ce qu'elles sont encore opérationnelles aujourd'hui? Alors, est-ce qu'elles sont opérationnelles ou pas? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que hier, la question se posait. On sait que le Hezbollah avait été très réduit par les forces armées israéliennes, que le Hamas l'est encore plus et que les Houthis a souffert. Donc la question se posait. Au bout de 2 jours, ils n'avaient rien fait. On se disait, vont-ils y aller? Or, on voit ce matin que le Hezbollah est effectivement entré en action. Et il est clair que Israël, sa cible existentielle, c'est l'Iran. C'est le combat d'ailleurs de Netanyahou. Mais il va évidemment en profiter pour continuer le nettoyage tout autour de lui. Mais est-ce que le Hezbollah, est-ce que l'Iran ont les moyens de riposter à Israël et aux États-Unis, et combien de temps? Alors, ils ont les moyens. Oui, ils le font. Combien de temps, c'est la question. Alors, on sait qu'ils ont un stock, comme les Américains aussi, ils ont un stock de munitions qui est limité. On sait qu'ils disposent encore, on évalue, mais c'est très difficile à évaluer, au moins encore 1 millier de missiles capables de frapper. 1 millier, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Je crois qu'ils ont déjà tiré 400. Donc, en 2 jours, donc on voit que c'est pas beaucoup.
Et puis, il y a les missiles, et puis il y a les lanceurs. Et dès qu'un lanceur de missile tire un missile, il est repéré. Et là, pour répondre à votre première question, il devient la première cible des frappes de la coalition. Au-delà de ça, il y a tous les drones Shahed. Là, on parle de dizaines de milliers. Donc, on a une capacité de nuisance qui est importante. Et puis, pour se défendre, regardez ce que font les chiites en Irak, en train de faire le siège de l'ambassade américaine. On voit donc qu'il y a beaucoup de moyens. Il y a encore des capacités de fermer le détroit d'Ormuz, puisqu'en fait, il est fermé aujourd'hui, de facto. Il y a la marine iranienne a été une des premières cibles et est toujours une des premières cibles de l'armée de l'air, enfin des avions américains. Il ne doit pas en rester beaucoup, mais il en reste sûrement encore suffisamment pour conduire un certain nombre de manœuvres dans le Golfe. Et pourquoi, à votre avis, pourquoi les Iraniens en fait répliquent et attaquent tous azimuts, y compris des pays voisins qui au départ n'étaient pas impliqués dans le conflit? Quelle est leur stratégie? Il y a une volonté délibérée de créer un embrasement régional. En faisant ça, est-ce que l'Iran ne risque pas de s'attirer des ennemis supplémentaires en fait, qu'il n'avait pas au départ? Si, quel est le calcul? Non, mais vous avez raison. La preuve, c'est que la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui pour l'instant étaient calmes, ont dit bon, on va pas prendre des claques sans en rendre, quoi. Donc évidemment, quand on va attaquer Oman, qui était le pays qui aidait les négociations, évidemment, c'est une erreur. Donc effectivement, on peut se poser la question de savoir quelle est la stratégie. On dirait que l'Iran veut rentrer en guerre contre le monde entier avec des moyens dont on vient de parler qui sont quand même limités. Alors peut-être que la stratégie, au fond, on sait bien que les pays du Golfe ne soutenaient pas, n'étaient pas favorables à cette attaque. Dubaï en particulier, qui souffre, qui est une espèce de perle du Moyen-Orient, la Suisse du Moyen-Orient. L'espoir, peut-être, probablement, c'est peut-être ça la stratégie, c'est que les pays du Golfe disent aux États-Unis, bon, on va arrêter parce que vous deviez nous défendre, mais au fond, être votre ami, maintenant, c'est plus dangereux que de ne pas l'être. L'autre réaction, ça peut être pour les pays du Golfe qui se sont réunis hier soir, ça veut dire on va rentrer pleinement dans cette guerre. Donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Quant à la stratégie iranienne, effectivement, alors l'autre question, c'est, il y a évidemment une stratégie, mais c'est les frappes qui ont eu lieu à Mascate, par exemple, ont été, le gouvernement iranien, pour ce qu'il en reste, a dit, mais en fait, on voulait pas vraiment, il y a une erreur, c'est parti trop vite, etc. Et donc, le problème dans ces pays qui devient chaotique comme l'Iran, qui commande quoi, si vous voulez. Les choses ne sont plus coordonnées. Non, elles ne sont plus totalement. C'est pas le plan de bombardement américano-israélien qui, lui, est évidemment extrêmement organisé. Alors, puisque vous parlez du plan de bombardement américano-israélien, est-ce qu'Israël et les États-Unis poursuivent les mêmes buts de guerre? C'est une question fondamentale. Et vos téléspectateurs doivent bien comprendre qu'au fond, ce sont deux guerres et pas une guerre. Alors, elles ont été préparées ensemble, elles sont planifiées ensemble. Mais les buts de guerre ne sont pas les mêmes. Les populations ne sont pas les mêmes. Et c'est peut-être le point le plus important. Aujourd'hui, 95% des Israéliens souhaitent que Netanyahou aille jusqu'au bout. Aux États-Unis, la très grande majorité des Américains ne sont pas favorables, voire opposés, et même dans la base MAGA du président Trump. Donc, juste pardon, Général Desportes, quand vous dites jusqu'au bout, c'est quoi? Est-ce que jusqu'au bout pour Donald Trump, c'est-à-dire empêcher l'Iran sur son programme nucléaire, et pour Benjamin Netanyahou, c'est faire tomber le régime? Ou est-ce que le jusqu'au bout, il est le même pour les deux? Mais non, il n'est pas le même du tout. Il n'est pas le même du tout, justement. Et on sait bien quand même que c'est Netanyahou qui a poussé Trump, qui s'était mis dans un piège, à frapper. Donc, pour Netanyahou, c'est détruire de manière définitive la capacité de nuisance de l'Iran et en profiter pour nettoyer ce qui reste du Hezbollah et du Hamas, voire des Houthis. Pour Trump, il y est allé, il est dans un piège. Il ne peut pas dire maintenant qu'il veut détruire toute la capacité nucléaire de l'Iran, parce qu'il avait déjà dit en juin qu'il l'avait déjà fait. Ce qui va arrêter la guerre du côté américain, c'est comme d'habitude, toutes les guerres américaines sont arrêtées par le peuple américain. Ça a été vrai du Vietnam, ça a été vrai de l'Irak, ça a été vrai de l'Afghanistan. Et encore, ces guerres-là avaient été justifiées, pas celles du Vietnam, mais Irak, Afghanistan, avaient été justifiées par des faits majeurs 2001 ou faux, c'est l'affaire du ministre Powell. Mais il y avait une justification. Et là, le président américain est allé à la guerre sans la justifier. Et donc, c'est pour ça qu'il essaie de se rattraper. Maintenant, sa justification, c'est de dire on va venger les morts. Quand on parle de vengeance à la guerre, on n'est pas très bien. Stéphane.
Et juste une question, une des stratégies, enfin en tout cas parmi les déclarations de Donald Trump, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a la volonté de changer le régime, de faire tomber le régime et d'installer un autre régime. Est-ce que d'un point de vue militaire, tactique, il est imaginable de changer un régime uniquement par des frappes aériennes? Est-ce qu'à un moment, ce but-là va devoir passer par un engagement de soldats au sol en Iran? Alors, poser la question, c'est y répondre, parce que l'histoire du monde montre que ça n'est pas possible. Le deuxième élément de réponse, va-t-on engager les troupes au sol? La réponse est non. La réponse est non. Quand les Américains sont partis en guerre en Irak, les 1991 et 2003, ils ont mis plus de 6 mois à assembler les troupes, parce que c'est pas des avions, c'est pas un porte-avions, c'est des troupes, c'est compliqué, 6 mois. Là, il n'y a pas un soldat américain capable de rentrer. Et évidemment, 6 mois, ça nous amène au mi-terme, Trump ne va évidemment pas le faire. Et c'est bien toute l'ambiguïté de cette guerre, c'est qu'au fond, le peuple iranien, tout le monde s'en fiche dans cette affaire-là, tant les Américains que les Israéliens, ça n'est pas le problème. Et c'est bien ça le drame, c'est que oui, il est possible, il est probable que le pouvoir iranien s'effondre, mais alors derrière... Et pourquoi et pour qui en fait? C'est ça la question. Est-ce que ce sera le chaos ou pas? La guerre en Irak, et là il y avait des troupes, eh bien 23 ans après, cette guerre en Irak n'est toujours pas terminée. Et donc... Et elle a engendré Daesh en fait. Hein. Elle a engendré Daesh, elle a engendré le Bataclan, et c'est pour ça qu'on est rentré dans une période de chaos, et que on comprend très bien du côté israélien ce qu'Israël cherche à faire. Moi je pense que l'Amérique, dans cette affaire-là, est rentrée dans un piège, mais non seulement l'Amérique est piégée, mais le reste du monde et tous les alliés du grand Satan, et nous en sommes, sont tombés dans un piège. On est dans un chaos qui est loin d'être terminé. C'est lequel, le piège? Est-ce que Donald Trump, il s'est piégé tout seul? Déjà, quand en janvier, il lance aux Iraniens, tenez bon, on va vous aider. Est-ce que le piège, il a commencé là pour lui? Mais bien sûr, le piège, il n'a pas commencé là. Il a commencé le 8 janvier, ou le 6 janvier exactement, au Venezuela. À partir de ce moment-là, on a une espèce d'hubris qui existait déjà hein, chez Trump, qui dit écoutez, la guerre c'est formidable, on balance quelques avions, quelques bateaux, un porte-avions, et en 6 heures on a fait le job. Et donc il s'est lancé dans certains faits. Rappelez-vous, il l'a dit, vous avez raison. C'est Witkoff, son envoyé, qui le dit écoutez, mon président ne comprend pas qu'avec 2 porte-avions à côté de vous, vous ne pliez pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris, et il était effectivement dans un piège. Finalement, il ne pouvait que frapper, il ne pouvait pas renvoyer le Ford à Norfolk et le Franklin, le Lincoln à San Diego, puisque c'est leurs 2 ports d'attache, sans que rien ne se soit fait. Donc, il était piégé. Netanyahou, qui lui veut détruire depuis 40 ans l'Iran, en a tiré parti, l'a poussé. Donc, on en est là aujourd'hui. Mais du coup, est-ce qu'il se retrouve piégé sur le plan intérieur? Vous l'avez un peu dit, son électorat, il n'est pas favorable aux interventions extérieures. Donald Trump, d'ailleurs, c'était aussi l'un de ses thèmes de campagne. Est-ce que il y a déjà eu des morts côté américain? Est-ce que s'il se multiplient, ces morts, Donald Trump va se retrouver en difficulté sur le plan interne? Et est-ce que du coup, ça va changer sa stratégie guerrière? Alors, ça n'est pas une interrogation, c'est une certitude. Hein. Les Américains ne sont pas sortis de la fatigue de la guerre, the war fatigue. C'est bien une des raisons de l'élection de Trump, qui dit « je ne vous amènerai plus à la guerre ». Et c'est pour ça qu'une partie même de ses plus fervents défenseurs disent « non, vous nous avez trompés ». Et à chaque fois, je le rappelle, c'est le nombre de body bags de revenant avec le drapeau américain aux États-Unis qui a obligé les présidents à arrêter. Et très vite, on va arriver sur les terme. Je pense que Trump a pensé que s'il avait un succès rapide, alors ça allait redorer son blason quand même un peu terni par l'inflation et par l'affaire Epstein. Et là, il est dans un piège. Donc, mais jusqu'où l'opinion américaine peut suivre? Pas très longtemps. Moi, je pense pas très longtemps, si vous voulez. Bon, après, il y a l'opinion. Et quand hier, il parle de 4 semaines, Donald Trump, il dit 4 semaines ou moins. C'est pour assurer son opinion ou est-ce que c'est crédible sur le plan militaire? Écoutez, non, ce qui est sûr, c'est que les campagnes de bombardement, ça dure longtemps. Et 4 semaines, c'est assez intéressant, c'est la durée de la campagne de Irak 1, 17 janvier, 24 février 1991. Mais à côté de ça, vous avez la guerre au Kosovo, le bombardement dure 78 jours, avec les Houthis, ça dure 1 an et demi. Donc, vous ne savez jamais. Vous savez, c'est la guerre. Et la guerre, quand vous commencez à mettre les doigts, vous ne savez pas jusqu'où vous allez être mangé. La guerre du Vietnam, on a quelques conseillers qui arrivent au début des années 60. On a 500 000 hommes sous Westmoreland en 68, ce qui va amener, vous vous en rappelez, la démission de Johnson. Donc, on ne sait pas.
Au moment où on se parle, une désescalade, un retour à une solution diplomatique, c'est mort, c'est totalement inenvisageable. C'est ce qu'annonçait, c'est ce qu'espérait Emmanuel Macron au tout début des frappes, en disant il faut revenir à la raison. Est-ce que là, maintenant, c'est terminé, ou est-ce qu'il y a encore une chance que finalement il y ait... Alors moi, je crois pas que c'est terminé, parce que Trump, s'il arrive à la jouer, à nous refaire une Maduro, il va le faire, si vous voulez. Hein, j'ai tué Khamenei, Maduro est parti. Maintenant, je vais essayer de m'arranger avec les gens qui aimeraient bien conserver leur pouvoir et leur argent quand même. Et Dieu sait qu'on a de l'argent, puisque les gardiens de la révolution contrôlent 75% de l'économie iranienne. Donc il n'est pas impossible qu'ils cherchent à faire ça. Évidemment, aujourd'hui, les Iraniens... Il peut y avoir des pressions des Russes, des Chinois aussi, pour que les choses se calment? Ouais, je crois pas trop aux pressions des Russes, mais vous savez, ce qui fait marcher Trump, c'est l'argent. D'abord, on savait que cette guerre l'enrichit encore, donc c'est l'argent, c'est le pouvoir, et puis c'est ces élections. Donc je pense que s'il trouve un bon deal, comme il dit, avec le pouvoir qui va se mettre en place, indubitablement, on va avoir... Le pouvoir n'est pas encore effondré. Donc s'il arrive à faire un deal avec eux, je pense qu'il le fera pour se sortir de ce piège, et il annoncera à la Maison-Blanche qu'il a réussi, il a gagné cette guerre. Est-ce que la Russie, est-ce que la Chine peuvent se mêler de ce conflit qui prendrait alors une autre dimension encore? Alors, très honnêtement, la Russie, elle a autre chose à faire. Elle est en train de régler le cas Zelensky, qui est quand même assez compliqué pour elle. Et que quant à la Chine, c'est pas son moment. Qu'est-ce qu'elle viendrait faire dans cette galère? Il n'y a que des coups à prendre. Pourquoi voler au secours de quelqu'un qui va évidemment être finalement qui va s'effondrer? Donc ils ne viendront pas. Et quant au soutien lui-même, c'est compliqué, parce que il faudrait pouvoir poser des avions, c'est pas possible. Il faudrait pouvoir envoyer des bateaux par le Golfe, c'est pas possible. Donc je pense que l'Iran est aujourd'hui seul, en dehors des milices chiites qui existent à droite et à gauche et qui ne manqueront pas de porter des coups autant qu'ils le pourront. Une dernière question, Stéphane. Une dernière question, oui. Le président de la République fait un discours aujourd'hui à l'île Longue. Il parle de l'évolution de la dissuasion nucléaire française. C'est un discours qui était prévu de longue date, de très longue date. Il tombe à un moment très particulier. Est-ce que la situation internationale peut amener le président de la République à modifier son discours ou atténuer son propos? Qu'est-ce qu'il va annoncer? Non, je ne crois pas. Ça m'étonnerait qu'il ne parle pas de cette situation internationale au début. Mais vous savez, les présidents font un discours sur le nucléaire par mandat. On est à la fin du deuxième mandat, on n'est pas surpris. Mais c'est des discours qui se préparent sur des mois, voire des années. On ne le touche pas. Et la situation française ne se trouve pas modifiée, enfin son concept, par le conflit actuel. Merci beaucoup. Merci, Général Desportes, de nous avoir apporté votre éclairage.